En tout début de conférence, j'ai cru entendre parler de communes hors TAFTA déclarées ou qui se déclarent hors TAFTA. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Et deuxième question, est-ce que au niveau de l'Europe, un État peut faire tout capoter? C'est-à-dire que est-ce que le veto d'un État peut tout bloquer? Merci. Plusieurs interventions. Poser plusieurs questions, on verra si on peut les regrouper. Oui, merci. Donc Thomas, moi je suis militant aux Jeunes Socialistes. Et donc j'ai eu la chance de débattre il y a à peine 2 semaines avec Mathias Fekl, justement dans son tour de France. On a eu la chance de pouvoir débattre avec lui, donc lui poser des questions et pas être uniquement dans une conférence de sa part. Et donc effectivement, on était assez surpris ce matin des révélations sur la position française sur les tribunaux d'arbitrage au niveau européen, comme on nous dit l'inverse il y a 2 semaines dans une réaction entre socialistes. Donc effectivement, la position française, elle reste assez ambiguë pour nous. Donc nous, pour être tout à fait clair, on avait mené l'année dernière, on avait participé à une large campagne internationale européenne contre ce traité, avec l'ensemble des ONG dont vous êtes la représentante ici. Moi, ce qui m'étonne un petit peu là dans la tonalité des débats, c'est l'aspect très technique en fait des débats. Et moi, si je suis aussi là, c'est aussi pour parler politique. C'est-à-dire que derrière les échanges qu'on a pu avoir, effectivement, il y a une question de est-ce qu'effectivement ça nous apporte un point de pouvoir d'achat en plus, un point de croissance en plus, un point de croissance en moins. On a 40 études pour savoir. Derrière la neutralité de ces débats-là, en vrai, le fond du sujet, c'est vraiment un problème politique sur quels sont les sous-entendus d'un tel traité, d'un TTIP, comme d'un CETA, comme d'un certain nombre de traités bilatéraux récents. Déjà, on peut noter qu'on est passé d'un monde où le libre-échange se construit sur une base multilatérale à un monde sur lequel il se construit sur une base bilatérale. Donc on a une constitution d'un grand bloc européen, américain, alors que de l'autre côté, on voit les pays émergents faire la même chose dans leur coin. C'est quand même déjà un problème qu'on peut noter, et qui est assez, ça me semble assez problématique de voir cette reconstruction de blocs. Mais surtout, voilà, je crois que c'était abordé en toute fin d'échange. Le problème, c'est d'abord sur la logique. Donc oui, moi j'ai appris plein de choses, je suis très content d'être venu pour avoir appris plein de choses sur les détails de comment fonctionne un tribunal arbitral, etc. Mais c'est la logique qui pose problème, c'est effectivement, est-ce qu'on pense qu'il est légitime et qu'il est souhaitable de construire un grand marché dérégulé dans lequel on retire des obstacles au commerce? Et j'espère évidemment que le principe absolu de la souveraineté sera respecté, mais effectivement j'ai quelques doutes. Mais est-ce qu'on considère que c'est souhaitable? Et surtout, de poser le fait qu'une négociation internationale et le commerce international, c'est pas un sujet neutre, c'est un sujet politique, et qu'on peut le prendre sous une branche de construire un grand marché unique, comme on a pu le faire en Europe. On peut très bien se demander, est-ce qu'à la place, la position de l'Europe ou la position de la France dans des sujets comme ça, c'est pas plutôt de se demander comment est-ce qu'on fait une harmonisation sociale, une harmonisation environnementale, une harmonisation fiscale, ce genre de questions-là qui sont quand même, me semblent très pertinentes, plutôt qu'une harmonisation par le bas des questions douanières et des normes. Merci. On peut prendre une autre question et puis on va Non, pas d'autres. Oui, bon, moi j'en pose. Oui, je voulais poser une question. J'ai lu dans la presse que Barack Obama n'avait aucun espoir de signer cet accord avant la fin de son mandat. Et j'ai lu également que les remplaçants potentiels à la présidence n'étaient pas du tout favorables à cet accord. Est-ce qu'il y a une chance que cet accord soit poursuivi après les élections américaines? Je vais essayer de la faire très courte. Vous avez parlé en tout début, en introduction, je parle à M. Boursieux, du fait que l'Europe, désormais, vendait plus de voitures en Corée. Ce qui est une très bonne chose, je n'en doute pas. En revanche, moi je suis français et je me pose la question de savoir quelle est la pertinence d'apporter un point comme celui-ci si c'est uniquement des Volkswagen ou des voitures allemandes qui sont vendues là-bas. Quel est l'impact au niveau national de ce genre de choses? Parce que, effectivement, l'Union européenne, c'est un continent, mais c'est aussi 28 États. Bon, je crois qu'on va prendre déjà ces questions. On va revenir un peu donc, sur les objectifs
Et puis, ce problème de cohérence, effectivement, il y a l'Europe, mais elle est composée de 28 pays. Donc, c'est une bonne question. Sur ce dernier point, c'est un point qui est très important, effectivement. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'ampleur des liens au sein de l'Union européenne entre les structures industrielles des différents États membres. Quand BMW ou Volkswagen exportent des voitures en Corée ou ailleurs, il y a une grosse part de la valeur ajoutée qui vient en réalité de République tchèque ou de France. On a une industrie des composants automobiles en France, Valeo ou d'autres, qui est extrêmement performante et qui travaille avec les constructeurs français, mais qui travaille aussi avec beaucoup de constructeurs européens. Il y a une grosse part de la valeur ajoutée et du succès de l'automobile allemande qui est aussi liée à l'industrie française, sans parler des exportations directes d'automobiles des Français. Mais dans d'autres domaines, par exemple, moi j'ai regardé un petit peu la situation des produits laitiers, par exemple, avec la Corée, sachant la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui dans la filière lait en Europe, et qu'est-ce qu'apportent nos accords commerciaux par rapport à ces difficultés concrètes dans une filière comme la filière lait en Europe aujourd'hui. Les exportations françaises de produits laitiers ont été multipliées par 3 en Corée en l'espace de 4 ans. Et pour la bonne raison qu'il y avait des droits de douane qui allaient jusqu'à 100% en Corée, qu'il y avait beaucoup de problèmes, des procédures extrêmement complexes sur le plan sanitaire et phytosanitaire, et qu'il n'y avait pas de reconnaissance des indications géographiques, des appellations d'origine contrôlée européennes en matière de produits laitiers en Corée du Sud. Sur tous ces sujets, on a obtenu des progrès concrets, tangibles, en Corée du Sud, et les producteurs européens et français de produits laitiers en ont profité. On a une offre française en matière de produits laitiers, qu'il s'agisse de fromage, de yaourt, de beurre, de crème, qui est reconnue dans le monde, c'est des produits à haute valeur ajoutée, des produits hautement transformés, pour lesquels il y a une grosse demande à l'échelle mondiale et chez les consommateurs coréens en particulier. Si on arrive à simplifier les choses pour faire en sorte que cette demande puisse trouver une réponse dans l'offre française, on a tout intérêt à le faire, encore une fois, pour les économies nationales et pour l'économie française en particulier, pour l'agriculture française en particulier. Sur Obama, ça m'étonne qu'ils disent qu'il n'y ait pas d'espoir, parce que la discussion et la raison pour laquelle il y a eu pas mal d'agitation en France ces dernières semaines, c'est bien que Obama aimerait vraiment, avant la fin de son mandat, pouvoir ajouter ça à son bilan, considère qu'un accord avec l'Europe serait quelque chose pour l'histoire de très important, et que donc les États-Unis seraient très intéressés à conclure ces négociations avant la fin de l'année 2016, début de l'année 2017. Ce qui est quelque chose d'extrêmement ambitieux compte tenu de l'état actuel des négociations. Et là, sur le fond, il n'y a pas de différence entre ce que vous pourrez voir dans les déclarations du gouvernement français sur le fait qu'en l'état, on n'est absolument pas prêt à signer un accord, qu'il y a des conditions très sérieuses qui doivent être respectées pour qu'on puisse signer un accord en termes de défense des intérêts européens dans ces négociations. Pour l'instant, le compte n'y est pas, mais ce n'est pas anormal à ce stade des négociations. Et du point de vue européen, on est prêt à travailler, à intensifier les négociations, à prendre les Américains au mot sur leur volonté de conclure avant la fin de l'année 2016, début de l'année 2017. Mais ce qu'on martèle dans les discussions avec les Américains, c'est que la substance est plus importante que le calendrier, le contenu de l'accord est plus important que le fait de conclure pour conclure. Et nous, ce qu'on veut, c'est des résultats, c'est un accord qui soit équilibré, ambitieux et mutuellement bénéfique. Si à la fin de l'année, on n'a pas un accord qui est équilibré, ambitieux et mutuellement bénéfique, il n'y aura pas d'accord. Et c'est extrêmement ambitieux comme type de calendrier dans la tête des Américains. Donc on est tout à fait prêt à poursuivre les négociations. On ne se sent absolument pas stressé au pied du mur par le changement d'administration côté américain. C'est vrai que Barack Obama est un président qui a fait beaucoup, y compris sur les questions sociales et environnementales, un démocrate avec lequel
on a plutôt des facilités à négocier qu'avec d'autres types de présidents américains qu'on a pu connaître dans l'histoire. Je ne peux pas me prononcer publiquement sur les différents candidats aux élections, mais ce que je peux dire au moins, c'est que s'ils ont été très critiques vis-à-vis du partenariat transpacifique qu'a conclu l'administration Obama avec 12 pays de l'Asie, du Pacifique, des Amériques, ils le sont beaucoup moins, et du côté de Trump et du côté de Clinton, vis-à-vis des négociations avec l'Europe. Et j'observe que du côté d'Hillary Clinton en particulier, sur la question de la protection des investissements, des tribunaux arbitraux dont on parlait à l'instant, elle est très critique sur ce qui a été fait dans le cadre du partenariat transpacifique, c'est-à-dire en gros le dispositif ISDS, les tribunaux arbitraux classiques. Elle est critique là-dessus, elle veut changer les choses, elle veut améliorer les choses, et on peut très bien imaginer que la réforme portée par l'Union européenne en la matière soit quelque chose d'intéressant en réalité pour quelqu'un comme Hillary Clinton, pour notamment marquer sa différence, montrer qu'elle est plus progressiste, plus réformatrice que l'administration actuelle à l'avenir, et que ça facilite au contraire la conclusion d'un accord avec l'Europe. Je ne veux pas être trop optimiste dans cette direction, c'est des négociations qui sont difficiles et qui resteront difficiles, à n'en pas douter, mais il peut y avoir des éléments positifs aussi à un changement d'administration. Donc on n'a pas du tout à tomber dans un piège où on se sentirait contraint de conclure à tout prix une négociation avec l'administration actuelle, quitte à tout lâcher pour avoir un accord, parce que après ce serait le chaos, etc. Je ne crois pas que ce soit un scénario à notre avantage, je ne crois pas que ce soit un scénario réaliste. Donc, on a plutôt intérêt à être serein, à être tenace, à avoir notre approche, à la maintenir, mais à garder notre sang-froid par rapport à ces évolutions. Sur les autres questions, il y avait la question politique. Donc, quels sont les sous-entendus politiques de cette négociation? Je crois que ce que j'ai dit au début était assez lié à ça, sur l'objectif fondamental de régulation de la mondialisation, de remettre des règles dans la mondialisation, que ce soit sur les questions énergétiques, sur les questions sociales, sur les questions environnementales, sur le comportement des entreprises d'État. Dans tous ces domaines, il y a un besoin de règles qui n'est pas assouvi aujourd'hui, assumé aujourd'hui par l'Organisation mondiale du commerce. Et on a l'intention, la ferme intention d'utiliser ces accords bilatéraux pour pousser ces règles, pour développer ces règles à l'échelle mondiale. En l'espèce, dans le partenariat transatlantique, on a mis sur la table une proposition en matière sociale et environnementale qui est la plus ambitieuse qui ait jamais été mise sur la table dans le cadre d'un accord commercial, avec des dispositions très ambitieuses, mais je suis sûr que Camélie aura des choses à redire là-dessus et je suis prêt à en discuter longuement. Des dispositions très ambitieuses à la fois sur le pilier social et sur le pilier environnemental, et y compris à terme sur la dimension climat, qui pour l'instant est encore absente parce que la proposition européenne datait d'avant l'accord de Paris du mois de décembre. Donc on est en train de travailler à une proposition ambitieuse aussi pour traduire, mettre en œuvre l'accord de Paris de la COP21 dans le champ commercial. Qu'est-ce que les négociations commerciales peuvent apporter à la mise en œuvre de la COP21, et on est en train de travailler aussi dans ce domaine-là à une nouvelle proposition en termes de mise en œuvre effective des engagements en matière sociale et environnementale, qui est une grande question très importante, pour s'assurer qu'on a des mécanismes efficaces de respect des droits sociaux et environnementaux dans les accords commerciaux. Donc on est en train de travailler, de parler avec les syndicats, de parler avec l'Organisation internationale du travail, de parler avec les secrétariats des différents accords multilatéraux sur l'environnement, pour voir comment améliorer les mécanismes de mise en œuvre en matière sociale et environnementale. Sur le lien bilatéral, multilatéral, toujours dans les questions politiques, fondamentalement, je crois qu'on doit utiliser ces accords bilatéraux pour revenir à terme vers le système multilatéral. J'ai dit que c'était un drame que l'OMC aujourd'hui soit encalminé, que la fonction de négociation de l'OMC soit bloquée aujourd'hui. Il faut utiliser ces accords bilatéraux pour changer les choses, pour faire bouger les choses,
pour, à horizon de 10 ou 15 ans, malheureusement je ne suis pas très optimiste de ce point de vue-là, mais je suis optimiste sur le fait que le balancier reviendra vers le multilatéral à cet horizon-là, mais ce n'est pas demain matin, le faire bouger les choses en bilatéral pour pouvoir revenir au multilatéral à terme. Et dernier point sur la dimension politique, il y a une dimension qui est fondamentale, que j'ai dite un petit peu avant, mais peut-être trop rapidement, c'est qu'il y a un objectif de faciliter les échanges, d'éliminer un certain nombre d'obstacles aux échanges, mais ce qui est absolument fondamental, c'est que tout ça se fasse dans le cadre des autres politiques publiques. Il n'est absolument pas question de remettre en cause les politiques publiques en matière d'environnement, en matière de santé, en matière des choix politiques, les choix sociaux fondamentaux à travers ce type de négociations. C'est des bornes, c'est des limites à ce qu'on peut faire en matière commerciale. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour simplifier les choses, pour améliorer les choses, mais la limite absolue, c'est toujours les choix sociaux fondamentaux, les choix politiques fondamentaux. Si évolution des réglementations, il doit y avoir, ça ne peut être une évolution que vers le haut et jamais vers le bas. C'est quelque chose que la Commission a exprimé plus que clairement dans une communication sur l'avenir de la politique commerciale à la fin de l'année dernière, que j'ai rédigée, donc je suis bien placé pour le savoir. Et c'est quelque chose qui est exprimé noir sur blanc dans la proposition européenne en matière de coopération réglementaire dans le cadre du partenariat transatlantique, ou dans la proposition européenne sur les questions sociales et environnementales dans le cadre du partenariat transatlantique. Maintenant, les deux dernières questions rapidement. Est-ce que le veto d'un État peut faire tout capoter ? En pratique, oui. La décision se prend à l'unanimité. Le mandat de négociation a été donné à l'unanimité par les 28 États membres de l'Union européenne, y compris par la France. Donc la conclusion des négociations, la ratification devra se faire à l'unanimité des 28 États membres. C'est pour ça qu'on est particulièrement engagé dans le débat et dans les préoccupations qui peuvent exister au niveau national, parce qu'on prend ça au sérieux. On préfère qu'il y ait un débat maintenant plutôt que tout d'un coup les gens se réveillent et s'affolent après la conclusion des négociations. Il y a un processus qui est itératif, qui est aussi de prendre en compte de manière continue, de répondre aux inquiétudes, mais aussi de prendre en compte les inquiétudes éventuelles s'il y a des choses à améliorer, pour assurer qu'à la fin on ait un bon accord, et un accord qui soit ratifié par les 28 États membres, et qui soit non seulement ratifié par les 28 États membres dans le dispositif institutionnel européen, mais qui soit aussi ratifié par le Parlement européen, qui depuis 2009, depuis le traité de Lisbonne, a un rôle fondamental dans la ratification des accords commerciaux. Ce n'était pas le cas avant, ce n'était pas normal. C'est quelque chose qui a changé avec le traité de Lisbonne, qui a été voulu d'ailleurs par la Commission, par Pascal Lamy quand il était commissaire européen au commerce. Et enfin, ratifié par chacun des parlements nationaux, parce qu'en l'état actuel des négociations, avec le niveau d'ambition qu'on a dans ces négociations, il est clair que dans le fonctionnement juridique européen, ce sera un accord qu'on appelle mixte, de compétences à la fois européennes et nationales, et qui donc devra demander une ratification au niveau des États membres également, donc au niveau des parlements nationaux. Et tout dernier point sur les communes hors TAFTA. Bon, je ne suis pas le mieux placé pour parler des communes hors TAFTA. Mais peut-être juste pour confirmer que c'est quelque chose que moi je prends au sérieux. Ça ne m'amuse pas du tout qu'il y ait 700 collectivités qui soient déclarées soit hors TAFTA, soit zone de vigilance sur le TAFTA. Je veux dire que j'ai du mal à comprendre le principe de se déclarer, indépendamment de la valeur juridique de la déclaration, mais le principe même politique de se déclarer abruptement hors TAFTA, alors qu'on est justement en train de négocier cet accord et qu'il y a aussi matière à faire des ajustements, comme on l'a fait en matière de protection des investissements, et qu'on est à l'écoute. Donc, je veux bien qu'on se déclare hors TAFTA sur la base d'un texte final. À la limite, on peut se déclarer hors CETA sur l'accord avec le Canada qui est maintenant finalisé. Mais sur la base d'une négociation qui est en cours,
où l'idée est justement d'écouter aussi ce que peuvent dire les collectivités. Je ne comprends pas très bien le principe d'être contre par principe. En revanche, j'ai beaucoup moins de difficultés avec les collectivités qui se déclarent zone de vigilance sur le TAFTA. Je trouve qu'il est parfaitement légitime d'être vigilant. C'est des négociations qui sont difficiles. On a des objectifs, on a des intérêts en tant qu'Européens, on a des principes. On n'a pas l'intention de conclure ces négociations si nos objectifs, si nos intérêts, si nos principes ne sont pas reflétés dans l'accord final. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de ratification de l'accord si c'est pas le cas. Mais il faut être vigilant sur tous les points. Et c'est très bien que des collectivités locales ou des groupes, quels qu'ils soient, manifestent leur vigilance. La Commission elle-même est extrêmement vigilante dans ces négociations. Merci. Bon, je vais vous laisser répondre à votre façon à ces questions. Mais ces collectivités, Edouard, qui se déclarent hors TAFTA, elles ont à peu près les mêmes inquiétudes que nous, et elles les ont d'autant plus qu'elles sont passées aussi par la GCS auparavant, par la nouvelle directive, du moins la libéralisation des procédures liées au marché public, et la directive sur les marchés publics qu'elles s'arrachent les cheveux à mettre en œuvre aujourd'hui. Et voilà, elles ont ce type de préoccupation, et la raison pour laquelle elles se déclarent en TAFTA, c'est parce que elles sont convaincues, et c'est une autre réponse à une des choses que vous évoquez, c'est que jamais un accord de libre-échange qui organise la concurrence, ou en tous les cas qui accroîtra la concurrence, n'a la moindre chance de ni produire plus de règles, ni de mieux encadrer, et encore moins d'harmoniser par le haut. On n'a jamais vu ça. Enfin, je voudrais que vous me citiez des exemples où la concurrence permet d'harmoniser par le haut. C'est positivement, par définition, impossible. Ça me permet de dire aussi que, certes, il est vrai que dans ces traités, on ne trouve rien. Encore une fois, je mentionnais l'accord avec le Canada et le texte qui est désormais disponible, on peut aller voir dedans. Et c'est vrai que là-dessus, à la fois la Commission et les gouvernements de l'Union peuvent très facilement se cacher derrière le texte en disant « mais vous voyez bien que nulle part n'est fait référence à tous les sujets un peu difficiles et contentieux dont on a beaucoup entendu parler, parfois de manière très exagérée, il est vrai, autour des questions de sûreté alimentaire, notamment tout ce qui renvoie au poulet au chlore, aux OGM, etc. Certes, rien n'est écrit dans le texte. Simplement, quand vous allez regarder justement comment est fait ce texte et quel type de dispositions on trouve en particulier autour des questions réglementaires, vous observez que sont mis en place toutes les mécaniques pour que justement le détricotage du peu qui existe aujourd'hui soit facilité et s'opère encore plus aisément. Et sur la question par exemple des OGM dans l'accord avec le Canada, il y a même un paragraphe spécifique là-dessus sur la coopération en matière de biotechnologie dont on lit vraiment, je vous assure, entre les lignes sans aucun problème qu'il est écrit pour répondre aux demandes des lobbies canadiens sur les OGM qui avaient deux demandes qui l'une portait sur la facilitation, l'accélération des procédures d'acceptation des OGM déjà acceptés par le Canada, en fait, la commercialisation, hein, c'est bien de la commercialisation dont on parle, et l'autre c'est la possibilité que soient acceptés à l'importation en Europe des produits avec une faible présence d'OGM détectés, en fait. Aujourd'hui, ils sont immédiatement mis au pilon et mis en quarantaine, disons. Et dans le texte CETA, on trouve le paragraphe qui certes ne dit pas à partir d'aujourd'hui les OGM canadiens seront tolérés sur le marché européen, mais qui met en place la mécanique pour que ça soit autour d'une table, les régulateurs et les acteurs du sujet, et qui puissent petit à petit permettre ça. Voilà, c'est ça que ça organise, ces accords. Vous ne trouverez jamais le poulet au chlore arrive demain dans vos supermarchés dans le texte, certes non, mais vous trouverez aussi des choses, par exemple, qui vont faciliter progressivement l'introduction de viande traitée aux hormones en Europe. Alors certes, pas du jour au lendemain, mais qui en tous les cas vont donner des leviers législatifs et administratifs pour que cette discussion-là soit facilitée. Oui, ça, vous le trouvez dans le CETA, et on a toutes les raisons de penser que le CETA, c'est un petit peu le petit frère du TAFTA, quoi. Et l'agriculture, c'est un très bon exemple, parce que vous en avez parlé, justement, parce que
c'est parfait pour illustrer le fait que tout ce qu'on peut discuter à l'échelle macro et dans l'abstraction et macroéconomique, en fait, ça ne marche pas dans la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on va faire avec le CETA, par exemple, ce qui figure dans le traité avec le Canada sur la question des marchés agricoles, c'est qu'en gros, c'est très bon pour les agriculteurs européens qui produisent du lait et des produits laitiers, parce que c'est vrai que leur accès au marché canadien va être facilité. Inversement, en fait, l'Union européenne a accepté des contingents tarifaires de viande, de bœuf et de porc qui sont énormes et qui sont encore plus grands avec les États-Unis, très probablement, et qui vont démolir le marché de la viande, probablement, notamment en France. Par ailleurs, effectivement, un des grands arguments de la DG Commerce et du gouvernement français en particulier, c'est que ce CETA, il est génial, ce traité avec le Canada, parce qu'on y reconnaît des indications géographiques qui n'étaient pas reconnues par le Canada. Bon, vous savez, c'est ce qui correspond plus ou moins aux appellations contrôlées, aux produits de qualité, qui désormais seront juridiquement protégés au Canada. Et c'est des fromages, principalement, dont vous connaissez bien entendu les noms sur les parties des grandes appellations de fromage français. C'est très bien en fait, hein, c'est vrai. Bon, alors d'une part, c'est beaucoup moins que ce qu'on nous raconte, cette histoire des indications géographiques. La difficulté, c'est que on ne transforme pas des paysans producteurs de viande de bœuf qui ont été laminés par la viande canadienne et américaine en producteurs de champagne ou de brie ou de comté après-demain. Donc en fait, ça n'est pas les vases communicants, l'agriculture, ça ne marche pas comme ça. Et par ailleurs, ce qu'on a négocié en concession de ces contingents tarifaires de viande, c'est donc le volet laitier qui permet aux agriculteurs européens d'exporter davantage de lait et de fromage. Avec ça, on va défoncer, pardonnez-moi l'expression, un système de régulation et de financement justement de la production laitière au Canada, qui est reconnu comme un des meilleurs au monde, justement, qui permet de réguler et de payer les producteurs de lait de manière équilibrée en fonction des années, et c'est un système qui fonctionne très bien, que les producteurs de lait au Canada apprécient et aimeraient bien pouvoir garder. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'aller détruire ce type de dispositif régulateur qui fonctionne bien, juste pour pouvoir vendre notre lait et notre beurre aux Canadiens? J'en doute fortement, voyez-vous. C'est vraiment, et c'est un très bon exemple parce que ça montre que voilà, les paysans qui, eux, seront fortement touchés par ces traités, ils resteront sans possibilité de se transformer en autre chose. Hein. Ce qui va se passer aux États-Unis, alors je ne vais pas prendre des paris quand même, mais ce que je pense qui va se passer, c'est que c'est vrai que, à mon avis, c'est impossible de conclure ce traité avant novembre 2016, hein, et le changement d'administration après, on prend encore des mois, donc ça paraît quand même très compromis. Par contre, le risque, c'est que ce TAFTA, puisqu'on a maintenant un certain nombre de gouvernements dans l'Union européenne qui le mettent en question et puis qui disent que c'est vrai que le compte n'y est pas du tout pour le conclure, dorme un petit peu le temps de l'élection américaine. Et puis ensuite, on entre dans une période d'élection aussi en Allemagne et en France. Donc ça va encore un petit peu dormir les négociations, parce que je pense qu'au contraire, ça risque d'être un sujet de débat public intéressant dans ces phases-là. Les négos, elles vont dormir pendant ce temps-là. Le risque, en fait, c'est qu'elles reprennent après, s'il s'avère que les changements politiques positifs ou favorables, disons, au traité s'opèrent dans le cadre de ces élections. Et je ne pense pas du tout que Clinton empêche, si jamais elle est... pas une certitude, effectivement. Je ne pense pas du tout que Clinton sera un facteur limitant par rapport à ce traité, parce que pour le coup, le bilan des Clinton en matière de commerce extérieur est quand même largement discutable, et ça, c'est mes collègues américains qui le disent bien mieux que moi. Et donc, tous les discours qu'ils ont pu porter, que ce soit le président Clinton ou Madame Clinton quand elle était secrétaire d'État, ont été de dire « oulala, publiquement pour se faire élire, non c'est vrai, on votera contre », et puis le moment venu, principalement, ont soutenu les projets d'accord de libre-échange qui leur étaient présentés. Donc, voilà. Le climat et l'environnement, oui, je ne peux que confirmer le fait que ces accords sont en contradiction fondamentale avec ce qui a été négocié à Paris en 2015. Il y a tout un tas de raisons à ça, hein. Notamment les dispositions sur l'investissement et sur la coopération réglementaire, bien sûr, y concourent, mais de façon encore bien plus prosaïque, augmenter les échanges à l'échelle où on veut les augmenter là, c'est évidemment
des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires en bateau et en avion. Et il est bien évident qu'on n'a pas besoin de ça. Et puis par ailleurs, puisqu'on parle là du Canada et des États-Unis beaucoup, il est question en particulier d'accroître l'exportation d'énergie fossile depuis ces deux pays, donc de sable bitumineux au Canada et de gaz de schiste américain, vers l'Union européenne. Et donc, vous le savez, ce sont des techniques d'extraction qui sont particulièrement sensibles et dangereuses pour les environnements locaux et les écosystèmes. Donc les impacts écologiques et climatiques, notamment, sont là. Et de ce point de vue, c'est vrai que, contrairement à ce que, là encore, on nous dit autour de ce traité, les volets développement durable qui s'y trouveront, puisqu'on a vu la proposition de l'Union européenne, sont indigents, puisque le droit commercial et le droit de l'investissement, il a un pouvoir de contrainte. Puis on a parlé de mécanismes d'arbitrage entre les investisseurs et les États, mais il existe aussi un mécanisme de règlement des différents États-États qui a un vrai pouvoir de contrainte et de sanction commerciale. Le chapitre développement durable qui se trouve dans ce traité ou qui s'y trouvera potentiellement, il n'y en a aucun. Il est incitatif, encourageant à respecter les conventions internationales et les accords multilatéraux sur l'environnement, mais il ne peut en aucun cas s'imposer par rapport à la libéralisation qui est prévue des marchés et aux dispositions d'harmonisation réglementaire sur éventuellement des questions énergétiques. Donc on a là une faiblesse supplémentaire qui va encore davantage donner la possibilité justement d'affaiblir le droit de l'environnement si des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, autour de ce traité le revendiquent et le défendent. Voilà. Les communes hors TAFTA, oui, c'est vrai, ça n'est pas juridiquement contraignant, ça a un sens politique. On en a 700 aujourd'hui. On a fait pour la première fois, le mois dernier, la première rencontre des communautés, des communes européennes hors TAFTA, parce qu'on en a 700 en France, mais il y en a 1800 en Europe, dans une douzaine de pays aujourd'hui, de toutes les tailles. Il y a des très grosses villes comme Barcelone ou Amsterdam, par exemple. D'ailleurs, c'était à Barcelone, la conférence en question, qui va donner lieu à des suites, puisque ces villes ont, pour les plus grandes, un pouvoir de diplomatie et de conviction auprès de leurs homologues en Europe important, et on espère que ça va contribuer aussi à faire comprendre au gouvernement et puis aux organisations parapluies qui sont à Bruxelles de collectivités locales le niveau des inquiétudes de ces collectivités par rapport à de tels traités. Pour une collectivité, l'important, en fait, je pense que vous le savez, c'est de pouvoir contrôler ses marchés publics pour faire de l'emploi local, c'est de pouvoir contrôler ce qui est donné à manger dans les cantines scolaires et dans la restauration collective. Et donc les collectivités se préoccupent de ça, c'est aussi d'assurer que les services publics rendent un vrai service et opèrent une fonction de redistribution et de cohésion sociale. Pour beaucoup d'entre elles, elles doutent que ces traités leur permettront. Elles pensent que leur situation, leur capacité, leur souveraineté locale va être encore fragilisée, et donc elles se battent contre ce traité et on essaie de les soutenir pour ça. Merci. Je vais vous donner quelques minutes et puis ensuite je ferai une conclusion si vous souhaitez répondre. Moi, je ne vais pas forcément répondre systématiquement point par point sur certains points du ping-pong, mais peut-être juste deux, trois mots. Sur les cantines scolaires dont vous venez de parler, il y a clairement depuis l'accord sur les marchés publics à l'OMC une exception pour les cantines scolaires qu'on a et du côté européen et du côté américain, et personne n'a l'intention de remettre ça en cause. Et en matière de marché public... Pardon ? Non, au Canada, en l'occurrence, c'est un vrai problème parce qu'ils n'étaient pas concernés justement par ces obligations de mettre en concurrence, d'ouvrir à la concurrence des petits marchés du type cantine scolaire dans les petites collectivités. En fait, ce qui est dans le CETA va obliger beaucoup plus de collectivités qu'avant à le faire. Il y a des seuils qui sont assez élevés. Oui, sauf qu'en fait, vous savez, il y a l'obligation de mettre ensemble des marchés similaires pour arriver à ces seuils. On parle vraiment de marchés qui sont économiquement significatifs, et tout ce qui est circuit court n'est pas en jeu du tout dans ces négociations. Sur peut-être juste 2-3 points de détail, mais qui sont quand même significatifs sur la question des OGM dans le CETA. Pour nous, il est très important que dans l'accord avec le Canada, comme dans l'accord avec les États-Unis, sur les questions comme les OGM, il n'y ait aucun changement par rapport à la situation actuelle. Et le texte que vous mentionnez sur la coopération en matière de biotechnologie
dans l'accord avec le Canada. En fait, il faut savoir, mais effectivement, ça demande une certaine antériorité dans les négociations et d'historique des négociations commerciales, que c'est tout bêtement un copier-coller de l'accord à l'OMC suite au conflit entre l'Europe, les États-Unis et le Canada en matière d'OGM sur la résolution de ce conflit, et donc qui a conduit à la situation actuelle. Donc c'est un copier-coller d'un texte qui existe depuis 15 ans et qui depuis 15 ans n'a amené aucune... Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête depuis qu'on a ce texte depuis 15 ans. On l'a simplement repris de là où il existait pour le mettre dans le cadre de cet accord bilatéral. Sur la question agricole dans l'accord avec le Canada, je maintiens que c'est un accord qui est extrêmement positif pour l'agriculture européenne, pas seulement pour les produits laitiers, pour l'ensemble des produits couverts par les indications géographiques. Et d'ailleurs, sur ce point, je vous suis très reconnaissant de ne pas rentrer dans la polémique que José Bové a lancée depuis quelques semaines, qui est quand même vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à supporter. José Bové prétend que l'accord avec le Canada conduira à une remise en cause de la protection des produits sous appellation d'origine en Europe. Il n'y a aucun changement qui résultera en Europe sur les appellations d'origine, c'est uniquement une protection additionnelle sur le marché canadien. Et ce que dit José Bové, c'est que sachant qu'il y a seulement entre guillemets, 145 produits qui seront défendus maintenant sur le marché canadien dans ce contexte-là, c'est seulement 145 produits qui seraient défendus en Europe, alors qu'il y a peut-être 1300 appellations d'origine en Europe. Il est clair que les 1300 appellations d'origine en Europe, elles resteront protégées exactement comme elles le sont aujourd'hui. Et c'est uniquement un progrès sur le marché canadien qu'on peut considérer plus ou moins groundbreaking, comme on dit en anglais, du point de vue de la Commission, du point de vue du gouvernement français et de beaucoup d'organisations. C'est quelque chose d'assez inespéré, c'est un résultat très positif de ces négociations, avec un pays qui était totalement opposé au système des indications géographiques avant qu'on lance les négociations. Et pour nous, c'est un précédent aussi très important pour les États-Unis. Mais en tout cas, ce qui doit être bien clair, c'est qu'il n'y aura aucune implication négative sur le marché européen. Et par ailleurs, la situation au Canada est un peu moins notre préoccupation, mais il ne s'agit pas de détruire les systèmes canadiens de soutien en matière de lait. Et en pratique, ce n'est pas le lait qu'on va échanger, c'est vraiment les transformations du lait. Le lait, ce n'est pas un produit qui s'échange facilement. C'est les produits à haute valeur ajoutée à base de lait, et notamment les fromages. Et il n'y a pas de contradiction entre développer des fromages canadiens et développer des fromages européens. Enfin, tout dernier point d'information sur les questions sur le volet développement durable, donc social et environnemental. Encore une fois, on veut un mécanisme de mise en œuvre qui soit efficace, qui soit aussi efficace que dans les autres parties de l'accord. Et pour l'instant, il n'est pas défini ce mécanisme, donc on ne peut pas en dire grand-chose pour l'instant. Il est en cours de définition. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est en pleine période de consultation des syndicats, des parties prenantes, de discussions avec l'Organisation internationale du travail pour savoir comment mettre en place un système qui soit véritablement efficace pour mettre en œuvre les obligations en matière sociale et environnementale qui sont liées à ces actes. Bien, merci. Donc, je vais essayer de faire une conclusion, encore que il est évident qu'on ne peut pas conclure sur des négociations qui ne sont pas terminées, qui ne seront pas terminées très vraisemblablement avant de longs mois, parce qu'il faudra attendre une série d'élections présidentielles ici aux États-Unis, en France, et puis des élections en Allemagne, etc. Donc en fait, il va se passer un certain nombre de mois, peut-être que ce n'est même pas la bonne échelle de mesure. Donc je crois que ce qui était important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire ressortir des objectifs et en face la critique de ces objectifs, où parfois en fait
je trouve que la grande discussion, c'est de savoir si un objectif affiché l'est vraiment en toute rigueur ou si en fait ça n'est qu'un effet d'affichage et que derrière les concrétisations seront difficiles. Je trouve qu'il y a, enfin pour moi, il y a une remarque. On se rend compte aussi dans ces débats du vouloir des citoyens d'intervenir aussi en parallèle, de peser sur nos institutions et que nos représentations, que ce soit parlementaires ou gouvernementales, parfois nous déçoivent, ou en tout cas, quelles que soient les raisons, on souhaite agir par d'autres canaux. Et c'est ce qui apparaît, je pense, dans cette discussion et au fond dans la présentation qu'on a vue aujourd'hui. Un autre problème politique, c'est qu'en macroéconomie, on peut afficher des objectifs qui sont effectivement tout à fait valables. Maintenant, le problème, c'est que si on regarde de façon détaillée, effectivement, il y a parfois de la casse dans certains domaines. Il y en a qui profitent. Et donc, les objectifs, globalement, sont posés. Au prix, la question, c'est au prix de quelle casse, par ailleurs, et est-ce que les avancées compensent la casse dans certains domaines. Donc, je vois toutes ces questions qui se posent. Une fois encore, aujourd'hui, on vous a simplement essayé de vous présenter des choses. Je pense qu'on a éclairci certains débats qui étaient visiblement de faux débats. Il y a tout un travail d'amélioration dont on peut espérer qu'ils répondront à des questions. Suffisamment, j'en ai aucune idée. Je crois que nous mettrons en ligne sur nos blogs des liens vers les sites des uns et des autres, et vous pourrez continuer comme ça à vous informer et au fond à participer chacun de votre côté à ces débats et à vous déterminer. Et puis, bien sûr, je voudrais vraiment remercier nos intervenants qui sont prêtés à un jeu difficile, avec une certaine frustration parce que bon, le temps de parole n'est jamais assez long. Les réponses à certains arguments sont restées dans la gorge, faute de repasser la parole. Mais bon, je crois qu'avant tout, on voulait vous ouvrir, vous donner accès à certaines informations, et puis la suite viendra. Je voudrais signaler donc si vous êtes intéressé par ce qu'a fait notre association, nous avons Michel Courtial, qui en est la présidente, qui est à votre disposition, donc vous pouvez aller vers elle. Vous avez, je dirais, au premier rang des interlocuteurs à qui vous pourrez faire part de toutes vos suggestions. Donc merci encore, et bon, je voudrais... Encore merci aux intervenants, merci à la mairie qui nous a prêté cette salle, et nous pouvons prolonger ces discussions de façon tout à fait informelle avec une modeste collation.